Salut les mecs. Alors aujourd'hui nous allons plonger dans l'univers captivant du Seigneur des Anneaux. Évidemment, bon voilà, vous connaissez les bails quand même, l'œuvre légendaire de J.R.R. Tolkien, fallait quand même que j'en parle après 300 vidéos postées sur cette chaîne. Voilà, donc une œuvre qu'on ne présente évidemment plus. Ce sujet me trottait justement dans la tête depuis assez longtemps, en tout cas bien avant que je commence même à faire des vidéos. Cela remonte carrément à l'époque où j'étais à la fac, et où j'avais justement un professeur qui ne cessait de critiquer le Seigneur des Anneaux, en le qualifiant d'œuvres manichéennes, cartoonesques, avec les gentils d'un côté, c'est-à-dire la communauté de l'anneau, les elfes, les nains, les humains, et les orques, Sauron, Saruman, les méchants pas beaux dégueulasses, de l'autre. Et selon lui, donc selon mon professeur, encore une fois, il était choquant qu'une œuvre aussi simpliste et unidimensionnelle ait pu devenir aussi populaire et révérée. Il contrastait cette vision avec l'Iliade, donc évidemment un récit millénaire écrit par Homère, vous connaissez, qui présente une guerre de manière beaucoup plus réaliste, en tout cas d'après lui, dépeignant, comme tout le monde le sait, les Troyens et les Grecs comme des êtres humains complexes et nuancés, plutôt que comme des stéréotypes de bons et de méchants, hein, voilà. Et forcément, vu qu'on était en train d'étudier l'Iliade, voilà, la comparaison s'est faite. Et à chaque fois que mon professeur émettait cette critique, vis-à-vis du Seigneur des Anneaux, bah moi, évidemment, je répondais tout simplement directement, un seul mot, Boromir. Parce que clairement, la seule présence du personnage de Boromir dans le Seigneur des Anneaux remet directement en question cette critique apparente de manichéisme au sein de l'œuvre du Seigneur des Anneaux. Car oui, Boromir est un personnage fascinant et multidimensionnel, qui lutte contre ses propres démons et ses aspirations contradictoires. Sa complexité en tant qu'héritier au poste d'intendant souverain du Gondor, ses aspirations nobles mais également ses faiblesses et ses erreurs, qui sont tout à fait humains, font de lui bien plus qu'un simple archétype de gentil ou de méchant. Donc dans cette vidéo, nous allons explorer comment Boromir déconstruit l'idée préconçue de manichéisme dans l'œuvre de Tolkien, et pour cela on va plonger dans la lutte intérieure de Boromir, ses motivations, sa relation avec Aragorn, bref. Et ça va nous permettre donc de remettre en question cette vision somme toute simpliste de l'univers de la Terre du Milieu, un monde où, il faut le rappeler, les frontières entre le bien et le mal sont pas toujours aussi tranchées qu'il n'y paraît. Mais avant toute chose, déjà, qui est Boromir? Ce serait quand même pas mal de commencer par le commencement. Donc Boromir est un personnage de la trilogie du Seigneur des Anneaux, c'est-à-dire The Lord of the Rings en version originale, écrite par J.R.R. Tolkien. Bon là, effectivement, je ne vous apprends rien. Oh, really? Il est membre de la communauté de l'anneau, un groupe chargé de détruire l'anneau unique, et de mettre donc fin à la menace de Sauron, le Seigneur des Ténèbres. Bon. Boromir est un homme noble et courageux, en tout cas en apparence originaire du Gondor, l'un des royaumes humains de la Terre du Milieu. Il est le fils aîné de Denethor II, l'intendant souverain du Gondor, et il a également un frère cadet nommé Faramir. Boromir est notamment connu pour sa force physique, sa bravoure au combat, bref, voilà, le classique. Mais oui, c'est clair! Cependant, et c'est là où ça commence à devenir intéressant, Boromir est également tenté par le pouvoir de l'anneau unique. Il estime que l'anneau peut être utilisé comme une arme pour défendre le Gondor contre ses ennemis, nommément Sauron. Cette tentation, entre guillemets, le consume peu à peu et conduit à sa chute lorsque, sous l'emprise de l'anneau, il tente de le prendre de force à Frodon Sacquet, hobbit de son état, et donc... vous savez, qui est le porteur de l'anneau, comme chacun sait. Toutefois, et malgré sa faiblesse, Boromir trouve quand même le courage de se repentir juste avant de mourir, protégeant ainsi Merry et Pippin, les deux autres hobbits membres de la communauté. En tout cas, bon, il essaie de les sauver, pas certain qu'il y arrive, mais en tout cas il essaie, voilà. Et donc, la mort de Boromir marque un tournant dans la quête de l'anneau, et un impact significatif sur les autres personnages de l'histoire. Boromir est donc un personnage complexe et tragique, dépeignant à la fois les faiblesses et les forces de l'humanité face à la tentation et au pouvoir. Et justement, puisqu'on en parle, parlons quand même de cette lutte intérieure. Boromir est confronté à une lutte interne, entre son désir de défendre le Gondor et son ambition personnelle, tiraillée entre son devoir envers son peuple et la tentation de l'anneau unique. Cette lutte intérieure met en évidence sa nature humaine, avec des aspirations et des faiblesses qui le rendent, lui et l'œuvre de Tolkien, plus réaliste et plus complexe qu'on pourrait le croire, et contrairement à ce que certains pourraient croire, justement. Aussi, je tiens à souligner, Boromir n'est pas vraiment un méchant à proprement parler. On peut certes le considérer comme un antagoniste dans le sens où il constitue un obstacle temporaire pour le personnage principal Frodon, donc en l'attaquant, mais cela ne dure justement qu'un bref moment, vers la fin du premier film ou du deuxième livre, parce qu'il faut savoir que si Boromir meurt à la fin de la communauté de l'anneau dans les films, eh bien dans les livres par contre, il meurt au début des deux tours. Voilà, donc c'est toujours bon à savoir. Bref, Boromir n'est pas un méchant dans le sens où il n'est pas une personne immorale, ou au contraire de Gollum, Saruman ou Sauron, qui eux sont de véritables salopards poursuivant activement des buts égoïstes. Mais Boromir, lui, peut être capable de mettre de l'eau dans son vin, comme la fois où il soutiendra le choix du conseil de détruire l'anneau, même s'il n'est personnellement pas d'accord avec cette décision, estimant qu'il serait plus judicieux de s'en servir pour vaincre Sauron. Par ailleurs, Boromir n'est pas auto-centré puisqu'il aime son pays et son peuple, et sacrifierait tout pour les défendre. Et dans les flashbacks de son frère Faramir, présents dans la version longue des deux tours, on voit que Boromir est un leader respecté,
ainsi que très aimant envers son frère. Alors vous me demanderez, pourquoi Boromir finit par se faire corrompre par l'anneau s'il est si mignon tout plein? Eh bien, la réponse se trouve dans les livres, mais aussi, et également, dans la version longue de la communauté de l'anneau. Je recommande d'ailleurs vivement le visionnage des versions longues pour toute la trilogie. Enfin, je veux dire, c'est quand même fou, par exemple, que la mort de Saruman n'ait pas été inclus dans la version standard du Retour du Roi. Ça fait partie d'un des plus gros bugs de l'histoire de la fiction, si vous voulez mon avis, mais bref, je m'écarte du sujet. En tout cas, voilà. Dans cette version longue de la communauté de l'anneau, pendant que la communauté se repose dans la forêt de Lothlórien, si je ne m'abuse, eh bien, Frodon entretient une conversation avec Galadriel, avec Dame Galadriel, à l'issue de laquelle elle mettra en garde le Hobbit en lui disant que l'anneau finira par corrompre chacun des membres de la communauté. Elle lui dira effectivement, il les prendra un par un. Les mots sont quand même lâchés. Tous, y compris Aragorn, Gimli, Legolas, Merry et Pippin, auraient finalement cédé, avec le temps, au mal de l'anneau et auraient tous été corrompus à la longue. De la même façon que Boromir en fait. Cette information est en réalité la raison principale pour laquelle Frodon décide d'abandonner la communauté à la fin du film, à la fin du premier film, et de poursuivre sa quête seul. Il veut protéger ses amis du pouvoir corrupteur de l'anneau. Ainsi, Boromir n'est pas le seul à être corrompu, il est simplement le premier à l'être. Il n'y a rien d'intrinsèquement mauvais ou maléfique dans le caractère de Boromir qui en ferait le seul membre corrompu de la communauté. Tous auraient finalement chuté si Frodon n'avait pas pris la décision de faire cavalier seul, ou presque seul, hein, grâce à Sam. Alors oui, nous pourrions souligner quelques raisons qui pourraient justifier pourquoi Boromir a été le premier à succomber. Tout d'abord, on pourrait souligner son désaccord initial avec le Conseil, au vu du fait qu'il avait la raison la plus forte de douter du bien fondé de leur quête jusqu'au Mordor. Deuxièmement, son désir farouche de sauver son pays, le Gondor. Boromir croyait très sincèrement, à tort, c'est ça le problème, que l'anneau pouvait être utilisé comme une arme contre Sauron, ça on en a déjà parlé. Et c'est une superbe transition vers notre second point de notre analyse de Boromir, c'est-à-dire ses motivations. Boromir est en effet l'un des exemples les plus frappants de personnages tridimensionnels, c'est-à-dire avec 3 dimensions, dans Le Seigneur des Anneaux, et cela passe notamment par ses motivations qui sont remarquablement nuancées. En premier lieu, et comme on l'a déjà vu, Boromir est profondément attaché à son pays, donc le Gondor, et à son peuple. Boromir croit sincèrement que l'anneau peut être utilisé pour sauver son peuple, on en a déjà parlé de maintes et maintes fois dans cette vidéo, en tout cas, protéger son peuple de la destruction imminente, et donc prêt à se saisir de tous les moyens nécessaires pour protéger le Gondor, protéger son peuple, même si cela signifie utiliser l'anneau et donc succomber à sa tentation, forcément. De plus, Boromir a toujours cherché à gagner l'approbation et la reconnaissance de son père Denethor. Il voit la réussite de la quête de l'anneau comme un moyen de prouver sa valeur et de mériter l'estime de son père, et en cela il est vrai, Boromir apparaît comme un personnage quelque peu auto-centré, même si cela ne le rend que plus humain. Sur le même sujet, Boromir est motivé par le désir d'accomplir des actes de bravoure et de se faire un nom dans les annales de la gloire. Il voit l'opportunité de la quête de l'anneau comme un moyen de réaliser des exploits héroïques. Ces multiples motivations interagissent entre elles, se contredisent, se chevauchent, créant une tension entre le désir de Boromir de protéger son peuple, la volonté de se couvrir de gloire et son attrait pour le pouvoir de l'anneau. Il est donc important de noter que, bien que ses intentions soient souvent nobles, sa tentation et sa faiblesse face à l'anneau le conduisent à prendre des décisions qui ont des conséquences néfastes pour la quête de l'anneau, ça c'est le cas de le dire, et surtout, voilà, des conséquences sur la communauté de l'anneau, vu que, quand même, à la fin du premier film, tout le monde part de son côté. Et ça met donc Boromir directement en porte-à-faux avec Aragorn. Et c'est ce qui va justement nous permettre de parler de la relation entre ces deux-là, attention. Je me suis amélioré au niveau des transitions, je pense que vous l'avez remarqué, donc forcément, transitionnons tous ensemble, pour parler de la relation entre Boromir et Aragorn. Bon, alors, le lien complexe entre ces deux-là, et la dernière preuve s'il en fallait encore, qui prouve que Boromir et le Seigneur des Anneaux avec lui n'est pas si simpliste que ça. Donc déjà, au début de l'histoire, Boromir est méfiant envers Aragorn en raison de son statut d'étranger et de son héritage royal. Évidemment, le fait qu'il soit l'héritier tout de même du trône de Gondor. Parce que Boromir est un fils du Gondor et considère Aragorn comme un rival potentiel pour la future restauration du trône du Gondor. Nonobstant, au fur et à mesure que leur quête progresse, Boromir commence à reconnaître les qualités d'Aragorn en tant que guerrier et leader. Il se met à respecter son expérience et sa sagesse et revoit ses jugements précédents, commençant à considérer Aragorn enfin comme un allié plutôt que comme un rival. Mais la relation entre Aragorn et Boromir atteint un point critique lorsqu'il se retrouve confronté à la tentation de l'anneau unique. Boromir est fortement attiré par le pouvoir de l'anneau et tentera, comme vous le savez, de le prendre de force à Frodon, créant donc, j'ai envie de dire, fatalement, une tension supplémentaire entre les deux personnages.
c'est-à-dire entre Boromir et Aragorn. Mais immédiatement après l'incident de l'anneau, Boromir réalise ses erreurs et se repent. Il se sacrifie pour défendre Merry et Pippin contre les Uruk-hai, voilà, prouvant finalement sa loyauté envers la communauté de l'anneau. Avant de mourir, il demandera à Aragorn de protéger le Gondor en son lieu et place, l'appelant mon roi carrément, témoignant d'un nouveau respect pour lui. Dans l'ensemble, la relation entre Boromir et Aragorn évolue d'une méfiance initiale à un respect mutuel, ainsi qu'à, bon, faut le dire, une compréhension plus profonde. Voilà, de l'un et l'autre. Bien que leur parcours ait été marqué par une certaine tension, faut le dire, leurs interactions démontrent également une certaine solidarité et une reconnaissance des forces de l'autre. La relation entre Boromir et Aragorn donc ajoute, à n'en pas douter, de la complexité et de la profondeur à l'histoire du Seigneur des Anneaux, s'il en fallait encore. Et dans l'ensemble, Boromir est souvent considéré comme un personnage non manichéen dans l'univers de Tolkien, en raison de sa lutte intérieure, on en a déjà parlé, de son erreur, enfin de ses erreurs, sa rédemption, voilà. Sa relation fraternelle avec Faramir, son sacrifice ultime, même sa relation avec son père, hein, je veux dire, voilà. Je dirais même que Boromir est peut-être la seule qualité rédemptrice de Denethor, d'une certaine manière, en fait. Quand je dis Boromir, je veux dire, le fait que Denethor aime beaucoup son fils Boromir, je crois que c'est la seule chose qui humanise Denethor. Denethor qui est également pas tout à fait manichéen. Bon, évidemment, bon, c'est plus un méchant shakespearien, Denethor, hein, d'une certaine manière. Mais il a quand même une humanité, c'est-à-dire le fait qu'il soit totalement déchiré par la perte de son fils. Donc voilà, je dirais que Boromir et tous ceux qui gravitent autour de lui font quand même de The Lord of the Rings quand même une œuvre beaucoup moins, comment dire, noir et blanc qu'on veut bien le croire. Enfin, tout simplement, voilà. Donc voilà. Rapidement, tous ces éléments font de lui un personnage plus humain, plus nuancé, loin des stéréotypes de bien et de mal, et c'est le cas aussi pour le Seigneur des Anneaux avec lui. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Bon, fallait quand même que je parle un peu du Seigneur des Anneaux sur cette chaîne. Je suis pas forcément un méga ultra fan non plus, ça, sinon je n'aurais parlé avant, mais quand même, gros respect tout de même pour le Seigneur des Anneaux, le mec, bon, Tolkien, voilà quoi. Le gars, il a mis 30 ans pour écrire son livre, je veux dire, le mec, voilà, en termes de lore, c'est quand même extraordinaire. Bon, voilà, un respect au Seigneur des Anneaux quand même, faut pas déconner. Mais écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu, likez-la si elle vous a plu, abonnez-vous pour encourager la chaîne, prenez soin de vous et à la prochaine.